Kalahari, terre de soif intense. Ce n'est pas un désert qu'on peut décrire en une seule image, car ici, le mot « vide » est un piège. Au premier abord, tout semble immobile. Une mer de sable rouge, un vaste plateau, un horizon qui s'étend à perte de vue. Mais le Kalahari n'est pas immobile, il est en perpétuelle activité. Le vent le façonne, la chaleur le remodèle, le froid le durcit, et la vie, toujours la vie, trouve des failles pour s'infiltrer là où l'on jurerait qu'il n'y a pas de place. Cette région s'étend sur une immense superficie, plus vaste que ce que l'on imagine habituellement lorsqu'on pense au désert. C'est un manteau de sable millénaire, déposé au fil de millions d'années, une couche qui recouvre l'histoire géologique comme un linceul rouge. Pendant des dizaines de millions d'années, les montagnes ont vieilli, se sont érodées et ont cédé à l'érosion du temps. La poussière s'est accumulée, s'est transformée en grain, le grain en vague, la vague en dune. Et la dune a finalement façonné ce paysage d'apparence simple, mais qui est le fruit d'une transformation sans fin. Ici, l'eau ne se livre pas d'elle-même. Elle se cache. La pluie tombe à son gré, tantôt en déluge furieux, tantôt en un murmure bref qui effleure à peine le sol. Et elle disparaît presque toujours aussitôt, absorbée par le sable comme si la terre avait eu soif pendant des siècles. Cette absorption est rapide, presque cruelle. La flaque ne dure pas. La brillance s'estompe et le sol retrouve son état habituel, craquelé, brûlant et dur. Cependant, cette vitesse même fait partie intégrante du jeu. Le Kalahari n'accumule pas l'eau en surface. Il la stocke sous terre, dans des couches où l'humidité est emprisonnée pendant un certain temps, suffisamment longtemps pour permettre aux racines, aux insectes, aux terriers et aux stratégies de se développer. Le Kalahari est un lieu d'extrême. En été, le sol est brûlant comme du fer. L'air ondule et tout se déforme, comme si le paysage crachait du feu. En hiver, la nuit apporte une température glaciale. Le froid vous transperce la peau, vous glace jusqu'aux os, et le désert se métamorphose. Ce même endroit qui brûle à midi peut geler avant l'aube. Le sable rouge, qui semble vivant le jour, devient une surface silencieuse la nuit, conservant le froid comme un avertissement. Et pourtant, malgré ces difficultés, la vie persiste, non pas dans l'opulence, mais dans la discipline. Ici, survivre, c'est gérer. Gérer l'énergie, gérer l'ombre, gérer l'eau, gérer les risques. Chaque espèce apporte une réponse différente à la même question. Comment vivre quand tout semble conçu pour vous épuiser? Dans le Kalahari, il existe des exceptions au sein du désert, des zones où l'atmosphère se métamorphose. Un lit de rivière asséché qui conserve encore l'humidité en profondeur. Une zone basse où l'eau stagne des heures après la pluie. Une dépression qui emprisonne l'ombre et crée un microclimat minimal mais précieux. Parfois, ce sont de véritables oasis, avec une végétation plus dense, de la boue et d'innombrables empreintes de pas qui s'entrecroisent, car chacun finit par y arriver. D'autres fois, ce sont des oasis presque, invisibles de loin, mais suffisamment vertes pour qu'une herbe robuste ose y pousser, suffisamment vertes pour que les insectes y prospèrent, suffisamment verte pour que la chaîne alimentaire puisse s'y installer. Dans l'immensité rouge, des formations rocheuses se dressent comme des forteresses solitaires, des pierres qui s'élèvent, comme si le paysage y avait laissé une trace de son ancienneté. L'ombre s'accumule dans leurs anfractuosités. Cette ombre retient l'humidité. L'humidité attire de minuscules organismes. Et ces organismes deviennent nourriture, raison de rester, fondement de quelque chose de plus grand. Dans un désert, la roche n'est pas qu'une simple roche. Elle est abri thermique, rempart, cachette, frontière, opportunité. Au lever du jour, le Kalahari ne s'éveille pas en douceur. C'est plutôt la reprise d'une épreuve. La lumière se pose lentement sur le sable rouge, réveillant une activité qui semblait inexistante. En observant attentivement le sol, on commence à distinguer des signes, de petites buttes, des trous, de fines marques. Le désert est parsemé de portes, et derrière ces portes, la vie se prépare. D'un terrier, un petit visage émerge le premier, des yeux brillants, un nez qui frétille, une mangouste.
Elle n'en sort pas avec assurance. Elle en sort en observant le monde. Elle scrute les alentours avec une concentration qui semble exagérée. Mais ici, une erreur n'est pas un faux pas, c'est la fin. Le groupe commence à sortir l'un après l'autre, comme les pièces d'un mécanisme coordonné. Ils s'étirent, bâillent, reniflent. Et presque aussitôt, l'un d'eux prend position en sentinelle, se dressant sur ses pattes arrière, le regard fixé sur l'horizon. Les suricates sont un symbole parfait du Kalahari, car leur existence repose sur la vigilance et la solidarité. Ils sont petits, certes, mais ils ne se comportent pas comme des créatures fragiles. Ils agissent comme une communauté forgée par le danger. Leur journée commence par des protocoles, vérifier les environs, identifier les menaces, évaluer le niveau de sécurité relatif de la zone, décider où se déplacer. Ici, l'organisation n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Aujourd'hui, l'atmosphère au sein de la colonie est plus tendue que d'habitude. Les oursons s'aventurent dehors pour la première fois. Ils n'ont que quelques semaines. Petits et maladroits, ils sont trop curieux pour être prudents. Et le Kalahari ne pardonne pas à ceux qui apprennent lentement. Les oursons s'accrochent à leur mère, avançant d'un pas hésitant sur le sable encore frais, et le monde se déchaîne soudain autour d'eux. Le soleil qui se lève rapidement, le vent qui soulève la poussière, le chant lointain des oiseaux, le craquement d'une branche sèche, le silence soudain qui annonce parfois la présence d'un prédateur. Tout est nouveau pour eux. Tout est une menace potentielle. Leur mère ne les laisse pas s'éloigner. Un autre adulte reste à proximité. Et le sentinelle ne baisse jamais sa garde. Car le Kalahari regorge de chasseurs qui prospèrent sur les erreurs des autres. L'ombre qui se dessine près du sol n'est pas toujours perçue à temps. Parfois ce n'est pas une ombre, mais une ligne, un serpent. Son corps ondule sans soulever de poussière, et ce silence est un atout précieux. Sa langue fourchue sonde l'air, détecte les molécules, interprète les signaux invisibles. Elle recherche la chaleur, le mouvement, l'opportunité d'une attaque rapide. Un nouveau-né, avec sa maladresse, peut être la proie idéale. À cet instant, la différence entre la vie et la mort ne tient pas à la force, mais à la rapidité de la réaction collective. Un adulte perçoit quelque chose. Il se redresse brusquement et pousse un cri perçant. Ce n'est pas un cri confus. C'est une alarme qui signale le danger avec une précision que la colonie comprend sans l'ombre d'un doute. La réaction est immédiate. Les jeunes sont poussés vers la sécurité du sable meuble, dans les creux, vers le chemin du retour au terrier. Les adultes avancent ensemble, encerclent le serpent, sifflent et s'approchent avec courage, non pour attaquer impulsivement, mais pour affirmer leur présence. Le serpent s'arrête, relève la tête et évalue la situation. Car même un prédateur sait calculer les coups. Face à une proie isolée et sans défense, le choix est évident. Face à un groupe coordonné, l'équation change. Les suricates avancent pas à pas, comme s'ils étaient plus imposants qu'ils ne le sont, et cet effet psychologique fonctionne. Le serpent décide de battre en retraite. Il se glisse dans l'herbe sèche, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Le danger s'éloigne sans spectacle, et c'est la réalité quotidienne du Kalahari. La survie ne s'accompagne pas toujours de bruit. Souvent, elle repose sur des décisions silencieuses. Les petits relèvent la tête, encore un peu perplexes, mais ce qui s'est passé était une leçon, la première. Dans ce monde, on ne survit pas uniquement par la vitesse, on survit par la vigilance. Et on survit mieux en faisant partie d'un groupe. Au lever du soleil, le sol se réchauffe rapidement. La colonie se met en mouvement, cherchant de la nourriture, creusant le sol à la recherche d'insectes, de larves et de petits reptiles. Chaque bouchée compte. Dans le désert, l'alimentation devient pragmatique. Les suricates ne peuvent se permettre d'être sélectifs lorsque l'énergie est limitée. De plus, chaque expédition représente un risque. En cherchant de la nourriture, ils deviennent aussi des proies potentielles. C'est pourquoi la vigilance est constante. Il y en a toujours un qui observe. Il y en a toujours un prêt à donner l'alerte. Mais le Kalahari n'est pas qu'un petit monde. Dans ce même paysage de sable rouge, de minuscules créatures et des géants peuvent coexister. Et dans ce contraste, on ressent la véritable immensité du désert, un lieu où tous sont unis par la même soif, quelle que soit leur taille.
Ailleurs, une autruche femelle se blottit contre le sol, tentant de conserver sa chaleur en ce matin glacial. Son plumage poussiéreux emprisonne un peu d'air chaud, mais le froid n'est qu'une partie du problème. L'autre, c'est la faim, et la faim n'attend pas que le jour se réchauffe. L'autruche est grande, certes, et sa taille est impressionnante, mais le désert ne s'arrête pas à la taille. Il s'adapte. Au changement de saison et au début du cycle de reproduction, les autruches mâles deviennent plus agressives. Leurs pattes et leur peau se parent de teintes rougeâtres, signes hormonaux de vigueur. Elles deviennent territoriales, chassant leurs rivales et défendant leur espace. Dans ce système de reproduction communautaire, plusieurs femelles pondent leurs œufs dans le même nid. Mais derrière cette apparente coopération se cache une hiérarchie. Une femelle dominante, favorite du mâle, couve généralement avec lui et dirige la défense du nid. Dans le Kalahari, même l'élevage des jeunes est régi par des règles strictes, car la moindre erreur peut être fatale pour des générations. L'autruche possède un atout particulier, sa vue perçante. Sa taille, qui en d'autres circonstances ne serait qu'une simple caractéristique physique, lui confère ici un pouvoir de détection comparable à celui d'un radar. De loin, elle peut déceler le moindre mouvement suspect dans le sable. Et ce mouvement suspect est souvent celui du prédateur qui règne en maître, même dans le désert, le lion. Les lions du Kalahari sont bien différents de ceux que l'on imagine dans une savane plus fertile. Ici, le désert impose un changement radical. L'énergie prime sur l'orgueil. La chasse est un pari constant. Les grands troupeaux de proies ne sont pas toujours présents. Parfois, la nourriture est rare, éphémère et les proies méfiantes. C'est pourquoi les lions développent une patience hors du commun, une capacité à décrypter le terrain et à savoir où attendre. Au plus fort de la saison sèche, les lits de rivières asséchées deviennent des corridors de vie. Là, la terre retient l'humidité. Là, l'herbe conserve ses dernières nuances de vert. Là, inévitablement, les proies ne cessent de passer. Les lions apprennent à s'imposer dans ces lieux. Ils n'ont pas besoin de chasser dans tout le désert. Ils doivent dominer les endroits où le désert devient incontournable. Un springbok apparaît comme une promesse de nourriture. Antilope élancée, yeux brillants, cornes recourbées. Pour un lion affamé, c'est un festin de choix. Mais le Kalahari est un désert. Trop désert. L'embuscade devient difficile quand l'horizon n'offre aucun abri. L'effet de surprise, l'arme classique du lion, s'amenuise. Et le springbok qui vit dans ce monde le sait. Sa survie repose sur des nerfs d'acier. Dès qu'il perçoit une intention, il se lance à toute vitesse. Il court, et pas par simple habitude. Il court comme s'il savait que le désert récompense ceux qui dépensent le moins d'énergie au bon moment. Ses pattes le propulsent avec une légèreté presque absurde. Et en quelques secondes, la distance devient un mur. Parfois, le springbok fait même des bonds impressionnants. Un comportement qui semble ludique, mais qui est en réalité un message. « Je t'ai vu, ça n'en vaut pas la peine ». Dans le Kalahari, ce message peut sauver une vie car il oblige le prédateur à évaluer le coût de la poursuite. Le lion ralentit. Ce n'est pas toujours un signe de défaite. Souvent, c'est un signe de sagesse, car ici, poursuivre sans garantie, c'est gaspiller ce qui pourrait être nécessaire demain. Dans le Kalahari, l'énergie vaut plus que l'orgueil, et un prédateur qui ne la prend pas finit par devenir sa propre proie. Pendant ce temps, le soleil poursuit son ascension et le sable devient de plus en plus brûlant. Les créatures adaptent leurs habitudes. Certaines se cachent, d'autres cherchent l'ombre. D'autres encore, comme les suricates, restent actives, mais avec des pauses stratégiques. Ici, la vie est rythmée par la température. Le calendrier n'a pas cours. C'est la chaleur qui règne. Au fil de la journée, le Kalahari dévoile un autre secret. Son paysage est loin d'être uniforme. Au sein de cette mer rouge, on trouve des corridors de végétation, des buissons épineux, des zones d'herbe plus hautes et des dépressions où l'humidité persiste. Ces infimes variations suffisent à modifier la répartition de la vie. Là où il y a de l'ombre, il y a un abri. Là où il y a un abri, il y a des proies. Là où il y a des proies, il y a un prédateur. Tout est lié par la logique de l'eau et de la chaleur. À l'approche du soir, les teintes du désert s'adoucissent. Les dunes perdent l'éclat blanc du soleil et retrouvent leur rouge profond, presque violet. Le vent souffle autrement, et le Kalahari se prépare à sa seconde vie, la nuit, car au coucher du soleil, de nombreuses créatures qui semblaient absentes réapparaissent. Le désert change de main.
Avant que la fraîcheur de la nuit ne s'installe, la colonie de suricates regagne son terrier. Ils se serrent les uns contre les autres, se blottissent les uns contre les autres. Cette proximité n'est pas seulement une défense contre les prédateurs, c'est aussi une protection contre le froid. Dehors, le sable commence à se refroidir. La même surface qui était brûlante il y a quelques heures, à peine, perd maintenant rapidement sa chaleur. Le Kalahari ne reste jamais immobile. Il est toujours en mouvement. Et tandis que le ciel s'assombrit, le désert, silencieux, poursuit sa mission inlassable. Mettre à l'épreuve chaque animal, chaque stratégie, chaque instinct. Ici, vivre n'est pas un état, c'est une tâche. Une tâche qui se répète chaque jour comme une promesse renouvelée à chaque lever de soleil. Au Kalahari, la nuit tombe non comme un répit, mais comme un bouleversement. La chaleur qui semblait interminable le jour se dissipe rapidement, et le froid s'insinue entre les grains de sable rouge, telle une présence silencieuse. Le ciel se remplit d'étoiles d'une clarté que seul un lieu exempt de toute pollution lumineuse peut offrir, et cette immensité lumineuse rend le désert encore plus vaste. À cet instant précis, lorsque l'horizon s'estompe et que le paysage se fait un royaume d'ombre, d'autres formes de vie s'éveillent. Des créatures nocturnes émergent de leur terrier profond avec précaution. Le sable conserve encore une légère chaleur, suffisante pour que les reptiles en profitent. Des lézards au corps trapu se déplacent près du sol, s'arrêtant tous les quelques pas pour évaluer les vibrations. Des insectes ailés apparaissent comme de brefs éclairs autour des buissons épineux. Dans le Kalahari, la nuit n'est pas un silence absolu, c'est un murmure continu de petits pas, de respirations lentes et d'ailes frôlant l'air froid. Pour de nombreux prédateurs, l'obscurité est une alliée. La vue des herbivores devient moins fiable et l'ouïe devient le sens dominant. Le moindre craquement d'une branche sèche peut trahir une présence. Chaque silence peut être un calcul. Dans ce monde, chasser ne se résume pas à poursuivre une proie. C'est interpréter le paysage comme une carte vivante de sons, d'odeurs et de variations de température infimes. Le lion, qui économise son énergie à l'ombre durant la journée, se lève avec le soleil couchant. Il ne rugit pas. Il n'a pas besoin de se faire remarquer. Sa force réside dans sa discrétion. Il se déplace avec une lenteur trompeuse, ses pattes se posant avec une douceur qui dément sa taille. Dans le Kalahari, même le plus grand prédateur doit apprendre à se mouvoir comme une ombre, car le désert offre peu de cachette. Le lion compte sur la nuit pour compenser le manque d'abri. Au loin, un troupeau d'antilopes se serre instinctivement les unes contre les autres. Elles ne dorment pas profondément, elles somnolent. Elles se relaient pour monter la garde. Dans le désert, le repos complet est un luxe dangereux. Leur corps se rapproche pour conserver la chaleur, mais elles gardent les yeux ouverts. Leur respiration collective crée un rythme faible, presque imperceptible, qui se mêle au vent. Plus près du sol, une silhouette courte et élancée se déplace avec une assurance déconcertante. Le ratel progresse dans le sous-bois, sa silhouette à peine visible dans la pénombre. Il n'est ni grand, ni aussi rapide qu'un guépard, ni aussi fort qu'un lion, mais dans le Kalahari, sa réputation surpasse sa taille. Il se déplace comme si la peur n'existait pas. Son corps compact, son pelage épais et son attitude de défi constant en font une anomalie vivante dans un écosystème où presque tout fuit presque tout le reste. Le ratel renifle le sol, marque une pause, puis creuse avec ses griffes courtes mais puissantes. Il cherche des larves, de petits rongeurs, toute source de protéines qui lui permettra de conserver son énergie dans un environnement où la nourriture est rare et imprévisible. Parfois, il lève la tête et reste immobile, à l'écoute. Il sait qu'il n'est pas invulnérable, mais il sait aussi que la plupart des prédateurs préfèrent éviter le risque d'un affrontement. Dans le Kalahari, la réputation est une forme d'armure. Un murmure rauque déchire l'air. Au loin, des hyènes entament leur patrouille. Leur rire n'est pas une moquerie, mais une forme de communication. Elles se déplacent en petits groupes, flairant les restes, les traces, les occasions. Elles ne cherchent pas seulement à chasser, elles cherchent à tirer profit de ce que les autres laissent derrière eux. Dans un écosystème aux ressources limitées, le recyclage de la mort fait partie de l'équilibre. Les hyènes ne sont ni des méchantes ni des héroïnes, elles sont les artisans d'un système qui ne gaspille rien. Le lion entend ces rires et change de cap. Il ne souhaite pas de compétition au mauvais moment. Parfois, même le roi du désert préfère éviter un conflit qui ne lui apportera pas de subsistance immédiate.
Le Kalahari enseigne la prudence, même à ceux qui semblent en avoir le plus besoin. Près d'un lit de rivière asséché, où le sable retient l'humidité en profondeur, un groupe d'éléphants avance lentement. Ce sont des géants dans un paysage qui n'est pas fait pour eux. Leurs corps imposants contrastent fortement avec la fragilité de leur environnement. Chaque pas soulève une fine poussière. Chaque respiration résonne comme un murmure ancestral. Les éléphants dépendent de leur mémoire pour survivre ici. Ils se souviennent des chemins empruntés, des points d'eau temporaires, des arbres qui conservent l'humidité. La matriarche conduit le groupe vers un endroit où jadis l'eau a jailli, ne serait-ce que quelques jours. Ce souvenir est une carte qui n'existe nulle part ailleurs que dans son esprit. Lorsqu'ils repèrent une trace d'humidité, ils ne manifestent aucune joie. Ils boivent tranquillement. Les jeunes suivent les adultes. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie superficielle, c'est une stratégie. Dans le Kalahari, si les adultes s'affaiblissent, tout le groupe perd ses moyens de défense. Élever les jeunes ici est un investissement collectif pour la force future du groupe. Plus loin, dans la bande de végétation qui marque un ancien cours d'eau, des lycaons se rassemblent. Leurs mouvements ne sont pas empreints de la solennité d'un lion, mais d'une énergie nerveuse, presque joyeuse. Ils se frôlent, se reniflent et émettent de brefs cris. Ils se coordonnent. La chasse n'est pas pour eux un acte solitaire, c'est une véritable chorégraphie. Dans le Kalahari, où les proies sont rares et les distances importantes, leur principal atout est la coopération. Ils ne sont ni les plus grands ni les plus forts, mais leur taux de réussite à la chasse est parmi les plus élevés du continent. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une stratégie qui privilégie le groupe à l'individu. Le troupeau avance en éventail, tirant parti du terrain dégagé. Il ne cherche pas à tendre des embuscades dans l'ombre, mais à épuiser sa proie. Dans un environnement où la chaleur diurne est accablante, l'endurance devient une arme. Une antilope s'échappe du groupe et la poursuite commence comme une fulgurante accélération au crépuscule. Ce n'est pas une course de courte durée, mais une poursuite soutenue où l'erreur n'est pas de trébucher, mais de choisir le mauvais moment pour accélérer. Finalement, lorsque la proie tombe, le troupeau ne se dispute pas le butin. Il le partage. Même les individus blessés ou isolés reçoivent de la nourriture. Dans le Kalahari, la coopération n'est pas une valeur morale, c'est une condition de survie. Pendant ce temps, les rongeurs nocturnes sortent pour chercher des graines et des pousses. Leur petit corps se refroidit rapidement. Ils se déplacent donc avec diligence, alternant périodes d'activité intense et brèves pauses dans des abris de fortune. Chaque grain trouvé représente une énergie précieuse qui peut faire toute la différence à l'aube. Pour eux, la nuit est une course contre le froid. Les reptiles, qui cherchaient refuge contre la chaleur extrême durant la journée, profitent maintenant de la douceur des températures pour se déplacer. Les serpents ondulent sur le sable en traits qui évoquent la calligraphie. Les lézards s'arrêtent près des rochers encore un peu chauds. La nuit du Kalahari n'est pas uniforme, c'est une mosaïque de microclimats qui évolue lentement au gré du vent. Dans ce décor nocturne, le désert révèle une autre de ses vérités. Ce n'est pas un lieu dépourvu de ressources, mais plutôt un lieu où les ressources sont rares. On ne trouve pas de nourriture sans contrepartie. On ne boit pas d'eau sans risque. On ne trouve pas d'ombre sans concurrence. Tout exige du calcul. À la tombée de la nuit, le froid s'intensifie. Le sable, qui semblait d'une chaleur inépuisable durant la journée, devient une surface qui absorbe la chaleur corporelle. Les animaux modifient leur posture, se blottissent les uns contre les autres, recherchent le contact et cherchent les abris les plus exigus. Même les prédateurs réduisent leur activité lorsque la dépense énergétique dépasse le gain potentiel. Le lion s'arrête sur une légère butte. Il observe. Il ne chasse pas ce soir. Les informations qu'il recueille sont aussi précieuses qu'une tentative infructueuse. Il apprend les itinéraires, les mouvements, les habitudes. Dans le Kalahari, connaître le terrain est presque aussi important que d'avoir des griffes. Alors que le ciel s'éclaircit à l'horizon, la nuit se dissipe peu à peu. Le changement se fait en douceur, sans brusquerie, comme si le désert reprenait son souffle avant de retrouver sa chaleur. Les étoiles s'éteignent une à une. Le vent tourne, et les créatures nocturnes regagnent leurs abris, tandis que les diurnes se préparent à sortir de nouveau. Le Kalahari ne distingue pas le jour et la nuit comme des phases opposées, mais plutôt comme des variations d'un même défi. Ici, la vie ne connaît pas de répit. Elle se déploie en cycles de risques distincts.
Chaque aube n'est pas une promesse de tranquillité, mais une nouvelle série de décisions. Et à chaque cycle, le désert rappelle à tous ses habitants la même leçon. Il n'y a pas de place pour l'insouciance quand la soif règne sur le territoire. Lorsque le soleil s'empare à nouveau du Kalahari, la nuit se retire, effaçant toute trace de son activité silencieuse. Le sable rouge retrouve sa teinte flamboyante et l'air se met à vibrer d'une chaleur qui s'intensifie à chaque minute. La lumière révèle des traces récentes, marques de griffes, lignes sinueuses, petits cratères où quelqu'un a creusé pour trouver de la nourriture. Le paysage tout entier est une archive à ciel ouvert de ce qui s'est passé pendant que le monde semblait dormir. L'aube n'est pas synonyme de calme, c'est le début d'une nouvelle épreuve. La température grimpe vite et avec elle le prix du moindre mouvement. Les créatures qui ne supportent pas la chaleur extrême cherchent refuge dès l'aube, sous les buissons épineux, dans de profonds terriers, dans les crevasses rocheuses où l'ombre est un trésor. Dans le Kalahari, l'ombre n'est pas synonyme de confort, c'est une question de survie. Les suricates sortent de leur terrier avec une précision quasi mécanique. L'un d'eux monte la garde tandis que les autres partent en quête de nourriture. Leur petit corps se déshydrate facilement, aussi chaque sortie est-elle brève et précise. Ils capturent des insectes, des coléoptères et des larves vivant sous le sable. Ils ne perdent pas une seconde. La colonie se déplace comme un seul homme. Si l'un d'eux se crispe, tous se crispent. Si l'un d'eux fuit, tous disparaissent sous terre. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Leur coordination est leur rempart contre un ciel où les rapaces tournoient lentement. Haut dans le ciel, un oiseau plane ailes déployées, porté par les courants ascendants qui s'élèvent du sol brûlant. Vu d'en haut, le désert paraît uniforme, mais l'oiseau perçoit d'infimes irrégularités, un éclat particulier qui trahit l'humidité, une ombre qui détonne avec le mouvement du vent. La chasse aérienne dans le Kalahari exige de la patience. Les proies sont rares, aussi chaque descente doit-elle être calculée. Une erreur, ce n'est pas seulement une occasion manquée, c'est de l'énergie gaspillée dans un lieu où chaque calorie compte. Dans la plaine, un troupeau d'antilopes se déplace d'un pas mesuré. Elles ne courent pas sans raison, elles courent quand c'est nécessaire. Leur stratégie n'est pas toujours de fuir, mais de conserver leur énergie pour les moments de danger réel. Leur corps est conçu pour dissiper rapidement la chaleur, leurs larges narines contribuent à refroidir le sang qui irrigue leur cerveau. Chaque adaptation est une réponse à un environnement qui ne tolère aucun excès. Près d'un bosquet d'acacias nains, les éléphants avancent avec un objectif précis, un endroit où le sol, sous des couches de sable, conserve l'humidité. Pas de flaques d'eau visibles, pas de rivière, seulement des souvenirs. Les adultes remuent la surface avec leurs pattes et parfois leur défense, jusqu'à ce que de la boue sombre apparaisse. L'eau ne jaillit pas, elle se révèle d'elle-même. Ils boivent lentement puis s'enduisent de boue. Ce n'est pas seulement pour se rafraîchir. La boue protège leur peau du soleil et des insectes qui profitent de leur vulnérabilité sous la chaleur extrême. Les éléphantaux imitent maladroitement le geste. Ils apprennent en observant. Dans le Kalahari, l'apprentissage n'est pas théorique, il est immédiat et vital. En milieu de matinée, le désert commence à se vider de toute présence humaine. Les prédateurs réduisent leur activité. Même le lion cherche l'ombre. Chasser sous un soleil de plomb est inefficace. La chaleur accablante les trahit, les épuise et les désoriente. Les lycaons se retirent dans une zone où la végétation est à peine plus dense. Ils se couchent serrés les uns contre les autres, haletants. Ils ne s'éloignent pas trop. Ce contact réduit le stress et leur permet de réagir rapidement en cas de danger. La cohésion du groupe est maintenue même au repos. Au sol, le ratel s'arrête sous une pierre. La chaleur l'oblige à ralentir. Il n'est pas invulnérable au soleil. Il se déplace par à-coups, cherchant un abri temporaire. Parfois, il trouve des restes de nourriture abandonnés par d'autres prédateurs. Ce n'est pas l'orgueil qui le pousse à les exploiter, c'est le pragmatisme. Dans le Kalahari, la frontière entre chasseurs et charognards est floue. Manger, c'est manger, et la survie ne fait aucune distinction de méthode. L'air s'alourdit au fil de la journée. La végétation fait preuve d'une résilience particulière. Des arbustes à petites feuilles limitent la perte d'eau. Des épines remplacent les grandes feuilles. Des racines profondes puisent l'humidité dans des couches superficielles. La végétation est peu abondante, mais persistante.
Chaque plante qui survit sert d'abri aux insectes qui à leur tour nourrissent de petits vertébrés. Le Kalahari est un système d'interdépendance minimale qui ensemble forment un réseau résilient. Au loin, une meute de hyènes parcourt un vaste territoire, flairant le vent. Elles cherchent des traces, des restes, des signes d'activité récente. Elles ne sont pas pressées. L'efficacité de leurs recherches réside dans leur capacité à couvrir de grandes distances avec un effort modéré. Elles n'affrontent les lions de front que si nécessaire. Elles préfèrent attendre, évaluer la situation, épuiser l'adversaire. Dans cette nature sauvage, le temps est une arme aussi précieuse que leur croc. Près d'un affleurement rocheux, les reptiles s'immobilisent pour éviter la déshydratation. Leur métabolisme leur permet de rester immobiles pendant de longues périodes. Le Kalahari ne sélectionne pas seulement la vitesse ou la force, il sélectionne aussi la capacité de s'arrêter. Savoir quand ne pas bouger est une adaptation aussi précieuse que de savoir courir. Aux alentours de midi, l'horizon tremble de mirages. La chaleur trouble la perception. Ce qui paraît être de l'eau est de l'air. Ce qui paraît être une ombre est une lumière trompeuse. Les animaux expérimentés ne se laissent pas abuser par de telles illusions. Les jeunes, parfois, le sont. Le désert enseigne vite, et ces leçons ne sont pas répétées sans conséquence. Sous un buisson, un jeune antilope respire bruyamment. Sa mère reste près de lui, se plaçant entre lui et le soleil direct. Son corps n'est qu'une ombre mouvante. Ici, la protection ne vient pas seulement des prédateurs, mais aussi de l'environnement lui-même. Le Kalahari transforme chaque adulte en refuge pour sa progéniture. Lorsque le soleil atteint son zénith, l'activité se réduit au minimum. Le désert entre dans une pause tendue. Ce n'est pas un calme absolu, mais plutôt une retenue. Sous terre, dans les creux, dans les crevasses, la vie patiente. Cette attente n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Le Kalahari ne récompense pas le mouvement incessant, mais le mouvement opportun. À l'approche du soir, la chaleur commence peu à peu à se dissiper. L'air devient plus léger, les ombres s'allongent. Les premiers signes d'activité réapparaissent. De petits rongeurs sortent, testent l'air, se retirent, puis réapparaissent. Des oiseaux voltigent entre les coins d'ombre, à la recherche d'insectes réveillés par la baisse de température. Les prédateurs se préparent pour une nouvelle période. Le désert n'offre aucun répit. Chaque changement de lumière et de température redessine le paysage. Ceux qui se cachaient, il y a quelques heures, se préparent déjà à bouger. Dans le Kalahari, la survie ne repose pas sur une compétence unique, mais sur la capacité à percevoir le rythme du lieu et à adapter son propre rythme à cette pulsation implacable. Alors que le crépuscule teinte le Kalahari de nuances cuivrées et violettes, la lumière changeante ravive l'activité que le soleil de midi avait étouffée. L'air s'adoucit et chaque respiration cesse d'être une brûlure intérieure. Les ombres s'allongent comme des doigts cherchant la chaleur résiduelle du sol. Dans ce bref instant, pourtant crucial, le désert offre une opportunité à ceux qui savent la saisir. Les chiens sauvages se lèvent presque simultanément, comme si un signal invisible parcourait la meute. Aucun ordre audible, seulement des regards, des changements de posture, une tension qui se propage de corps en corps. Le groupe se disperse, testant le vent. L'odeur des antilopes arrive fragmentée, portée par des courants irréguliers encore chauds. Ils ne se lanceront pas immédiatement à leur poursuite. D'abord, ils évaluent la distance, la direction, la densité du terrain. Dans le Kalahari, la chasse n'est pas une explosion de vitesse initiale. C'est une succession de décisions liées. Plus loin, 2 lions avancent lentement. Ils ne sont pas les maîtres absolus de ce paysage ouvert. Ici, leur avantage s'amenuise. La végétation basse n'offre aucun abri durable. Ils savent qu'une embuscade frontale est rarement efficace. C'est pourquoi ils recherchent les lisières, lits de rivières asséchées, dépressions où le sable change de texture, zones où la visibilité est réduite par de petites pentes. La lionne avance de quelques mètres, s'arrête puis revient. Le mâle économise son énergie. Dans le Kalahari, une erreur n'est pas punie d'une simple blessure. Elle est punie de plusieurs jours de famine. Le springbok lève la tête avant même que le danger ne soit visible. Il n'a pas besoin de voir pour le savoir. Le vent porte une note métallique qui détonne dans le paysage. Le troupeau se resserre un instant, puis se disperse dans des directions imprévisibles. Ce n'est pas la panique, c'est une chorégraphie apprise.
Chaque individu choisit un chemin différent pour que le prédateur ne puisse pas se focaliser sur une cible. Au moment où le premier lion bondit, la distance est déjà trop grande. Le springbok accélère, faisant de grands sauts qui semblent être un défi et, en même temps, un message à son groupe. L'énergie est économisée en fuyant, pas en combattant. Le lion abandonne rapidement. La sagesse, dans cette nature sauvage, réside aussi dans le fait de savoir quand il ne faut pas s'obstiner. Dans un fourré d'épines, le ratel s'agite de nouveau. La chute des températures ravive son instinct. Il renifle les crevasses, remue le sable de ses griffes, tend l'oreille au ras du sol. Un léger bruissement trahit un nid souterrain. Il creuse rapidement, sans cérémonie. La proie n'a pas le temps. Le ratel mange debout, aux aguets. Il ne s'attarde pas à savourer. Le Kalahari n'offre pas de festin tranquille. Dans la lumière rasante, les hyènes apparaissent, ombres avançant d'un rythme apparemment insouciant. Mais il n'en est rien. Leur ronde couvre de vastes distances. Elles guettent la moindre occasion, une traînée de sang, une bête épuisée, un débris laissé par leurs congénères. Dans ce paysage, leur atout n'est pas la surprise, mais la persévérance. Elles peuvent parcourir des kilomètres sans perdre en efficacité. Là où les autres s'essoufflent, elles continuent. Là où les autres battent en retraite, elles attendent. Près d'un affleurement rocheux, de petits reptiles émergent pour se prélasser dans les derniers rayons du soleil. Leur corps a besoin de cette chaleur pour alimenter leur chasse nocturne. Les insectes se mettent à bourdonner dans l'air. Le Kalahari, qui semblait désert à midi, s'anime désormais des plus infimes signes. Un battement d'ailes, un cliquetis, un bruissement dans le sable. Chaque son est une information pour ceux qui savent l'interpréter. Au bord d'une dépression, un éléphant s'arrête. Le groupe se repose. Ils ne boiront pas maintenant. Ils atteindront la nappe phréatique plus tard, lorsque la chaleur se sera complètement dissipée. La matriarche scrute les environs avec un calme qui n'est pas de l'indifférence, mais l'expression d'une longue expérience. Dans sa mémoire se trouvent les sécheresses, les sentiers disparus, les endroits où le sable est trompeur. C'est cette mémoire qui guide les pas du groupe plus que toute stimulation immédiate. Le ciel s'assombrit lentement. Les premières étoiles apparaissent comme des trous dans une toile sombre. À la tombée de la nuit, le Kalahari change de camp. Les prédateurs nocturnes aiguisent leurs sens. Le léopard, désormais en position de force, se déplace avec aisance. Son pelage se fond dans l'ombre. Il ne court pas, il glisse. Il choisit un point d'observation élevé pour repérer une zone où de petites antilopes s'approchent des jeunes pousses vertes qui ont jailli après une pluie millénaire. Le léopard attend. Ici, la patience n'est pas une vertu, mais une arme de chasse. Un rongeur traverse une clairière et le léopard l'ignore. Ce n'est pas sa proie de prédilection. Il économise son énergie pour une proie plus intéressante. Dans le Kalahari, faire le mauvais choix, ce n'est pas seulement rater une occasion, c'est compromettre le lendemain. Au loin, les lycaons entament leur poursuite coordonnée. Ils ne traquent pas une proie isolée et isolée. La meute se disperse, coupant les passages et forçant l'antilope à changer de cap sans cesse. Il n'y a pas de coup fatal immédiat. C'est une lutte à l'usure. L'antilope, rapide comme l'éclair, résiste d'abord, mais chaque virage lui fait du mal. La poursuite est longue et c'est voulu. Dès que l'animal commet la première erreur de coordination, le groupe en profite. La faim est rapide. La nourriture est partagée sans hiérarchie rigide. Même les plus jeunes sont servis en premier. La survie du groupe prime sur la force de l'individu. La nuit s'épaissit. Les sons se font plus aigus. Un hibou fend l'air d'un vol silencieux. Il chasse les petits rongeurs qui s'aventurent trop loin de leurs abris. À la surface, le sable se refroidit. Sous terre, la température reste stable. De nombreuses créatures passent la nuit à l'abri de cette inertie thermique. Le Kalahari n'est pas qu'un simple espace ouvert, c'est un système de strates, de surface et de profondeur qui offre refuge à différents rythmes de vie. Les hyènes découvrent les restes des proies des lycaons. Elles ne les affrontent pas pour l'instant. Elles attendent qu'ils battent en retraite, puis leurs mâchoires transforment les os en nourriture. Le recyclage fait partie intégrante de l'écosystème désertique. Rien ne se perd longtemps. À minuit, le Kalahari paraît immobile de loin, mais de près, c'est un labyrinthe de mouvements infimes. Un scarabée pousse une sphère de matière organique. Un gecko rampe sur un rocher.
Un chacal hume le vent, décidant de ne pas s'approcher d'un groupe de lions au repos. Chaque décision, chaque micro-ajustement est une forme de vie qui s'adapte à une terre qui n'offre aucun confort. La lune se lève et le désert s'illumine d'une lueur pâle. Des empreintes apparaissent, telles des inscriptions éphémères. Demain, le vent en aura effacé la plupart. Le Kalahari ne conserve pas de traces permanentes. Il conserve des processus. Et dans ce flux de chaleur, d'ombre, de faim et de silence, chaque créature apprend à exister sans gaspiller ce qu'elle ne peut récupérer: énergie, temps et attention. Avant l'aube, le Kalahari respire un silence dense, non pas calme, mais concentré. La fraîcheur de la nuit imprègne encore le sable, et le ciel, constellé d'étoiles qui s'éteignent une à une, annonce le retour du soleil avec une clarté implacable. Dans cet intervalle où l'obscurité protège encore et où la lumière ne les a pas encore trahis, les corps fatigués se rééquilibrent. Il n'y a pas de repos absolu sur cette terre. Il y a des pauses stratégiques. Les lions se lèvent lentement. Le mâle secoue sa crinière, alourdie par une fine poussière qui retombe comme de la cendre. La lionne, plus mince, étire les muscles qui seront bientôt de nouveau sollicités. Aucun rugissement ne retentit. Le son est un luxe qui trahit leur présence. Ils se dirigent vers une dépression où le sol conserve l'humidité. Ils ne cherchent pas d'eau en surface. Ils cherchent des traces de passage récents. Là où une proie est passée, le sol est marqué d'une façon que seul un œil exercé peut reconnaître. Un léger aplatissement de l'herbe clairsemée, une empreinte que le vent nocturne n'a pas encore effacée. Ils suivent cette écriture éphémère comme on suit une carte qui s'efface à chaque pas. À la même heure, la meute de chiens sauvages regagne son lieu de repos. Leur corps porte les stigmates de la poursuite. Respiration profonde, langue pendante, pas encore marquée par le souvenir de la course. Ils ne se dispersent pas, la proximité leur apporte chaleur et vigilance partagée. Un individu blessé reçoit de brefs coups de langue sur le flanc. Il ne s'agit pas de compassion romantique, mais de soins fonctionnels. Un membre affaibli met tout le monde en danger. Le maintenir en vie, c'est préserver la cohésion du groupe. Le désert se pare de 1000 couleurs. D'un violet pâle, il vire à un orange tendre. Le sable semble s'éveiller. Sur les bords d'un ancien lit de rivière asséché, de jeunes pousses vertes émergent, témoins d'une pluie ancienne. Des antilopes s'approchent avec prudence. Elles ne boivent pas. Elles broutent le peu que le sol leur offre. Leurs oreilles frémissent sans cesse. Le Kalahari nous apprend à nous nourrir sans perdre de vue notre environnement. Chaque bouchée est une parenthèse de vigilance. Sur un monticule rocheux, le léopard descend de son refuge nocturne. Il a suffisamment mangé pour ne pas s'exposer maintenant. Il cherche un endroit en hauteur où le soleil levant réchauffera son corps sans le rendre visible de loin. La pierre conserve la fraîcheur de la nuit et la libère lentement. Cet échange thermique est un don pour ceux qui savent l'utiliser. Le léopard reste immobile, se fondant dans le jeu des ombres. L'immobilité n'est pas l'inaction, c'est l'économie. Le ratel sort de son terrier, le museau couvert de poussière. La nuit lui a apporté de quoi se nourrir, mais pas de quoi se rassasier. Dans le Kalahari, la satiété est rare et éphémère. Il hume l'air, détecte la proximité d'une meute de hyènes et décide de changer de direction. Il ne fuit pas à la hâte, il choisit des itinéraires où la végétation basse offre des cachettes intermédiaires. Sa stratégie n'est pas toujours d'affronter, mais d'éviter lorsque l'avantage est évident. Le courage, ici, n'est pas de l'imprudence, c'est savoir doser l'attaque et décider quand il vaut mieux poursuivre son chemin. Les oiseaux entament leur migration matinale. Certains volent bas, profitant des insectes qui émergent avec les premières chaleurs. D'autres prennent de l'altitude pour mieux voir. Un rapace décrit de larges cercles. Il ne descend pas encore. Il observe. Le Kalahari n'offre pas de proies faciles à l'aube. La plupart des animaux sont encore en alerte après l'activité nocturne. Le prédateur aérien attend que le rythme du jour émousse leur attention. Près d'un bosquet, les suricates réapparaissent. Une sentinelle se dresse, le corps raide, le regard fixé vers le ciel. Les autres creusent rapidement, extrayant des larves, de petits invertébrés. La colonie se déplace par brèves poussées d'activité. Sortir, prendre, revenir surveiller. La répétition est leur force. Chaque individu compte sur la vigilance des autres. Cette confiance réduit leur temps d'exposition. La chaleur monte inexorablement. Le sable commence à brûler.
Les animaux adaptent leur itinéraire, empruntant des zones plus compactes ou ombragées par les rochers. Le moindre détail compte. Un faux pas peut provoquer une brûlure qui, avec le temps, s'infecte. Dans le Kalahari, les petites blessures s'agrandissent faute de ressources pour cicatriser. Prévenir les blessures est aussi vital que les soigner. Les hyènes traversent le territoire des lions sans les défier ouvertement. Elles y déposent des marquages olfactifs en bordure, message qui ne cherche pas la confrontation directe, mais plutôt une négociation silencieuse. Le désert est immense, mais les zones exploitables se chevauchent. La coexistence n'y est pas synonyme d'harmonie. C'est un équilibre des tensions où chaque groupe évalue jusqu'où il peut progresser sans en subir de lourdes conséquences. Dans une plaine dégagée, un jeune springbok quitte un instant le troupeau pour atteindre une pousse plus verte. Le geste est discret, mais suffisant pour attirer l'attention. Un chacal l'observe de loin. Il n'attaque pas. Le risque est élevé en plein jour. Il décide d'attendre. La patience, une fois de plus, est la clé du succès dans ce lieu. Au lever du soleil, l'activité ralentit à nouveau. Les animaux cherchent un abri. Le Kalahari entre dans sa phase de calme diurne. Sous la surface, dans les terriers et les crevasses, la vie continue au rythme lent et régulier d'une respiration calme. La surface devient brûlante et aride, où seuls les plus robustes osent parcourir de longues distances. Dans ce limbe entre le matin et midi, le désert se souvient de sa règle d'or, se déplacer quand l'environnement le permet, s'arrêter quand il l'exige. Il n'y a pas d'héroïsme à défier la chaleur. Il y a survie à lui obéir. Et tandis que la lumière durcit et que le vent soulève une fine poussière qui recouvre les empreintes fraîches, le Kalahari se prépare à un nouveau cycle d'épreuves, où chaque créature devra une fois de plus analyser le paysage, gérer son énergie avec parcimonie et miser sur la bonne décision sur un échiquier qui se réinvente à chaque changement de lumière. Le soleil se couche avec une lenteur trompeuse et le Kalahari semble relâcher la tension qu'il habitait depuis des heures. Ce n'est pas un véritable soulagement, mais un changement de rythme. Le sable cesse de brûler, mais la soif persiste. L'air devient plus respirable et grâce à ce léger répit, on reprend ses activités. Ici, le coucher du soleil n'annonce pas le repos, il annonce l'avenir. Les antilopes réapparaissent les premières, comme pour sonder le terrain. Elles avancent en lignes espacées, sans se serrer les unes contre les autres pour ne pas devenir des proies faciles. Chaque individu maintient une distance précise avec le suivant, un réflexe acquis au fil de dures épreuves. Le vent charrie des odeurs mêlées, végétation sèche, poussière, une légère trace de félin qui n'a pas tout à fait disparu. Les narines picotent. Le troupeau ne s'arrête pas. Il modifie sa trajectoire. Sur une légère butte, le lion observe, immobile. Il ne rugit pas. Il laisse le crépuscule agir, estomper les contours, tromper les profondeurs, dissimuler les intentions. Les lionnes se dispersent, séparées par des silences qui tiennent lieu d'accord. Aucun ordre n'est donné. Il y a un souvenir partagé des chasses infructueuses et des succès répétés. Elles savent qu'en terrain découvert, les erreurs sont fatales. Elles attendent que le groupe s'approche d'une bande de buissons épars où l'herbe leur coupe brièvement la vue. Ces instants leur suffisent. Plus loin, les chiens sauvages reprennent leur marche d'un pas qui semble léger, mais qui ne l'est pas. C'est une allure conçue pour être maintenue sur des kilomètres. Ils ne sont pas encore à la poursuite. Ils tentent de déchiffrer les mouvements généraux de leur proie, d'anticiper où le filet invisible du désert se resserrera. Leur coordination ne résulte pas d'un instinct, mais de la répétition de signaux subtils. Une oreille qui frémit, un changement de démarche, un virage que les autres imitent sans hésiter. À la lisière d'une longue ombre, le léopard s'étire et descend de son perchoir. Le crépuscule lui appartient. La lumière rasante fond sa fourrure avec la texture du sable moucheté. Il se dirige silencieusement vers un passage naturel à travers les sous-bois. Il n'a pas besoin de courir. Il lui faut s'approcher suffisamment pour que son bond soit décisif. Le Kalahari ne pardonne aucune erreur à ceux qui se trahissent. Les hyènes se déplacent avec le calme de celles qui ne dépendent pas d'un seul succès. Leur atout est la persévérance. Elles suivent les pistes récentes, sondant le terrain où d'autres ont chassé. Elles ne recherchent pas l'affrontement direct, elles guettent les restes, les erreurs, la fatigue des autres. À cette heure du jour, la frontière entre chasse et vol est ténue. Le désert tolère les deux.
Sur la surface encore tiède, les suricates réapparaissent. Une sentinelle prend son poste, le corps droit, le dos tendu par l'alerte. Les autres sortent par brèves apparitions, se nourrissent et regagnent leur abri. Le manège se répète jusqu'à la tombée de la nuit. Le crépuscule est le moment le plus dangereux pour les petits. La lumière ne les protège pas, l'obscurité ne les a pas encore totalement enveloppés. La colonie le sait et ajuste son rythme avec précision. La première tentative de poursuite des lions échoue. Le troupeau d'antilopes se divise en deux et la confusion qui s'ensuit joue en leur faveur. Les lionnes ne s'aventurent pas bien loin à la poursuite. Elles s'arrêtent et réévaluent la situation. Dans le Kalahari, persister dans une chasse perdue d'avance est un gaspillage d'énergie irrécupérable. Elles se replient dans la zone ombragée, attendant leur prochain coup. Les chiens sauvages, en revanche, repèrent un individu à la traîne, épuisé. Ils n'accélèrent pas brusquement. Ils maintiennent une pression constante qui ne lui laisse aucun répit. L'antilope court, change de direction, tente de briser la ligne d'avancée. Le troupeau se réorganise dans un mouvement presque chorégraphié. Il n'y a pas de héros individuel. C'est une usure planifiée qui finit par briser la résistance du traînard. Lorsqu'il tombe, le groupe ne se disperse pas en combat. Il mange rapidement, partageant avec les plus lents. Le repas est bref, la cohésion durable. L'odeur du sang attire les hyènes. Elles s'approchent avec prudence, évaluant la force de la meute. Elles ne prennent aucun risque pour l'instant. Le prix à payer serait élevé. Elles attendent que les lycaons battent en retraite, le ventre à peine rempli. La patience est une fois de plus récompensée. Lorsque la meute s'éloigne, les hyènes occupent les lieux et nettoient les restes. Le Kalahari ne gaspille rien. Chaque carcasse nourrit plusieurs espèces. Ce cycle d'utilisation n'est pas cruel, il est efficace. Dans la pénombre, le léopard saisit sa chance. Un bond, une morsure précise, le corps de la proie se tend et cède en quelques secondes. Le félin traîne sa proie vers un arbre bas. En la soulevant, il la met en sécurité. Au-dessus, les bruits du désert parviennent étouffer. En dessous, des charognards rôdent. La hauteur offre un refuge temporaire. La nuit enveloppe entièrement le paysage. Le froid revient rapidement. Les animaux qui ont survécu à la journée savourent la fraîcheur. Ils se déplacent davantage, mangent plus, prennent plus de risques. Le Kalahari se transforme en une carte sonore. Respiration, pas feutré, un grognement lointain, le bruissement du vent dans les buissons épineux. Chaque son est une information. À un moment donné, les lions retentent leur chance. Cette fois, la chance leur sourit. Une lionne parvient à isoler une proie à la lisière du maquis. L'attaque est fulgurante, point de célébration. Juste une consommation urgente. Ils savent que d'autres viendront. Le désert observe sans jugement. La nuit ne récompense ni ne punit. Elle permet au cycle de se perpétuer. Près d'une dépression où le sable retient l'humidité, le ratel repère un nid d'insectes. Il mange rapidement, encaissant les morsures qui le ralentissent à peine. Il n'est pas invulnérable, mais sa fourrure et sa détermination minimisent le coût de chaque affrontement mineur. Il s'éloigne avant que le bruit n'attire des concurrents plus imposants. La retraite fait partie intégrante de sa stratégie. Quand le ciel se pare d'étoiles et que le Kalahari se transforme en une plaine d'ombre mouvante, la leçon se répète sans un mot. Ici, la vie ne se définit pas par un seul trait de caractère. Elle se nourrit d'une succession de décisions justes, d'une observation attentive du terrain, d'une gestion responsable de l'énergie, de la cohésion quand la solitude ne suffit plus, et de la solitude quand le groupe est vulnérable. Le désert n'est pas un ennemi, c'est un maître sévère qui ne pardonne ni l'excès ni la distraction. Et dans cette école sans salle de classe, chaque nuit clôt un chapitre et en ouvre un autre, identique dans sa rudesse, différent dans ses détails, où la soif, la chaleur, l'ombre et le mouvement réécrivent l'histoire de ceux qui persévèrent dans cette immense terre de soif.